Et bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, À J'espère tous. que vous allez bien. C'est la fin de journée. On arrive au bout. Mais bon, il fait encore beau. Les cigales chantent, c'est le sud. Les vrais gens du sud m'excuseront pour cet accent emprunté. En tout cas, voilà, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Pour la fin de ce CLAD Sud 2021. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter ce que l'on a mis en place pour arrêter de dépenser inutilement sur AWS. Donc, on a déjà eu quelques talks sur le FinOps aujourd'hui. C'était très intéressant d'ailleurs. Et donc, on va continuer dans la même lancée, mais on va essayer d'aller un petit peu plus dans le pratique. Aujourd'hui, avec la présentation de cette auto shutdown. Je vais prendre la main ici. Et donc, je me présente très rapidement. Donc, Alexis Renard, donc je suis Cloud Builder AWS chez Ypon Technologies, donc depuis un peu plus d'un an et demi. Et donc, je me spécialise principalement sur AWS et avec une appétence particulière pour la sécurité et évidemment les problématiques FinOps. Moi, Paul Julien, ça fait à peu près 6 ans que je suis sur la partie cloud et je me spécialise depuis 4 ans chez Revolve dans l'architecture et l'expertise sécurité. Voilà. Donc on va vous présenter notre architecture. Alexis commencera par vous présenter le besoin métier. Ça nous permettra d'identifier clairement sur quel périmètre on va travailler et quelle technologie on utilise. Il vous présentera l'architecture, les taggings, et à partir de la démo, je reprendrai la main pour vous présenter un petit peu la stack en détail, la sécurité, la partie FinOps, un peu le coût de notre solution, et la conclusion, enfin. Allez, c'est Euh, parti, on y va. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte de move to cloud. Donc beaucoup de clients rencontrent une problématique de migration. Plus on va onboarder d'applications sur cette partie de cloud privé, en particulier dans notre cas AWS, plus les coûts vont augmenter. Donc c'est un cas sensible aujourd'hui. Différents clients rencontrent cette problématique. On voit les différents articles justement sur notre slide. Différents articles professionnels parlent justement de ces problématiques de gestion des coûts. Et c'est quelque chose qui parle à tout le monde aujourd'hui. Le cloud est cher et les cloud providers publics en particulier, enfin le cloud privé, cloud public. Dans notre cas, on peut identifier un article en haut à droite, un article de Devoteam Revolve qui parle justement sur sur le cycle financier dans le cloud. Est-ce que le cloud est vraiment ingérable au niveau financier? Et sur la partie cloud public et cloud privé, pour le Mag IT, on peut voir aussi le moins cher n'est pas toujours celui qu'on croit. On imagine toujours que le cloud public est vraiment très cher et c'est sur des problématiques sur lesquelles on va répondre aujourd'hui. Voilà, exactement. Bah, c'est vrai que voilà, le mythe ou la réalité des promesses du cloud public, on ne dépense que ce qu'on loue et ce qu'on utilise. Alors, est-ce qu'il serait trop cher? Et donc, on va essayer d'adresser toutes ces problématiques qui sont très actuelles aujourd'hui, donc dans cette présentation. Par notre solution qu'on a mis en place et dont je vais vous présenter les détails maintenant. Donc, le besoin métier, donc en fait, pourquoi on fait tout ça et à quoi on veut répondre. Euh, Très simplement, on veut aller vers un besoin métier qui est assez global. Donc, on est sur le cloud public et donc on a des ressources qui peuvent être des VM, euh, des bases de données, des autoscaling groups, bon, une architecture entière qui se présente voilà, sous plusieurs environnements. C'est très classique. On va avoir l'environnement de développement, premièrement. Ensuite, on va passer sur des environnements donc de pré-production, de staging, de QA, et notre environnement finalement de production, là où nos utilisateurs finaux vont pouvoir se connecter. Et finalement, lorsqu'on regarde tous ces environnements, on se pose la question de la disponibilité de ces ressources que l'on va pouvoir mettre en place pour tester, euh, pour mettre, pour rendre notre service. Et en fait, il y a plus ou moins que la prod qui va avoir besoin d'une disponibilité constante de ces ressources. Que se passe-t-il sur les environnements de développement, par exemple, la nuit ou les week-ends? On va donc payer potentiellement pour des instances qui n'ont pas d'utilité et pas de raison d'être. Donc ça, c'est le premier besoin métier qu'on a identifié, c'est qu'on a des ressources qui sont sur le cloud public
pour lesquels on paye, qui dépensent de l'énergie et donc des ressources et donc de l'argent. Et on va essayer de les gérer de la bonne manière. Donc, notre besoin là, il est sur AWS. Donc, c'est un besoin qui répond à un besoin métier de notre client, qui est donc chez AWS. Et donc, on va parler aujourd'hui de ces deux, donc les VM, d'ASG, qui vont être une manière de pouvoir scaler automatiquement ces VM, ces EC2, et de RDS, qui sont les bases de données, une manière d'avoir des bases de données managées sur AWS. Donc, en plus de ça, il faut savoir qu'on propose cette solution en tant que CCOE, donc là, Center of Excellence dans notre structure. Et donc, ce qu'on veut, c'est que on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à utiliser cette plateforme AWS. On a une organisation de comptes, on a à peu près 50, et on veut que toutes les personnes qui utilisent, tous les développeurs, les architectes, les cloud builders sur notre plateforme puissent bien adopter ces méthodologies FinOps. Et nous, ce qu'on veut, c'est la faciliter cette adoption, puisque aujourd'hui, on sait très bien que les coûts, le FinOps revient de plus en plus vers le développeur, là où avant on avait donc ces plannings qui nous permettaient d'acheter nos matériels, d'acheter nos disques durs, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent à coup de petits calls API à nos différents cloud providers. Et ben finalement, on peut monter des pans de stack et donc générer des coûts également. Et donc finalement, à partir de ce besoin métier, on s'est dit, construisons quelque chose qui fasse sens pour nous. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter juste maintenant à travers notre architecture. Donc, dans cette architecture, on a donc 4 lignes directrices. La première, j'ai déjà énoncé, on est sur des services AWS uniquement, et donc pour une homogénéité technologique. Et on a envie également d'avoir un run simplifié. Donc, ce qu'on a monté, c'est une stack, c'est une architecture, c'est une infrastructure, et donc on n'a pas envie que ce soit un cauchemar à administrer à cause d'un script qui ne fonctionne pas très bien ou d'une complexité incroyable avec de très peu de logs. Donc ça a été vraiment une direction qui nous a été demandée, mais vraiment qu'on a pris avec attention. Notre stack, qu'on soit là ou pas encore d'ailleurs à l'avenir, on veut qu'elle soit facilement débuggable s'il y a un problème, mais surtout facile à maintenir. Ensuite, une troisième ligne directrice, évidemment, c'est l'optimisation des coûts. On parle de FinOps, donc on est obligé d'y venir à un moment. Et puis, il faut savoir que donc on monte une stack. Et quelle ironie serait d'avoir une stack qui coûte plus cher finalement que ce qu'elle va nous rapporter. Donc c'est quelque chose sur quoi il faut avoir un œil particulier dans le FinOps, de pas créer une usine à gaz qui finalement va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. Et dernièrement, je vous l'ai déjà énoncé juste avant, on a 50 comptes AWS environ, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir une exécution de notre stack. Et on va le voir plus tard comment il s'agit, comment elle fonctionne cette stack, mais on peut pas se permettre d'avoir une exécution par compte en itératif qui prendra 10 minutes par compte. On est obligé d'avoir une certaine performance et surtout une exécution multi-compte. Donc dans l'idée, on va avoir un run qui va être totalement parallélisé sur l'ensemble de nos comptes. Donc très rapidement, nos enablers AWS, donc c'est-à-dire les services AWS que l'on utilise, donc DynamoDB pour le référentiel de compte, CloudWatch pour nos logs, les step functions qui vont donc ordonnancer nos lambda, qui vont nous permettre d'avoir un bel ordre et un ordonnancement là-dedans. IAM évidemment, qui est le service pour gérer l'identité, donc on va déployer nos rôles et faire attention d'avoir une certaine restriction de droit au plus fin, le least privilege, l'organisation AWS évidemment, on en a déjà parlé, KMS pour chiffrer tout ce qu'on a stocké, et en transit, les lambdas pour le compute. C'est donc les lambdas, on va le voir après, mais c'est les lambdas qui vont vraiment faire le travail sur nos différents comptes AWS. Et puis finalement, Security Hub et Config qui vont nous permettre de respecter une compliance sur notre stack. Donc, c'est-à-dire que on va pouvoir aller voir quels tags sont bien mis en place, si tout fonctionne bien, et sinon potentiellement générer des alertes.
Alors, j'ai parlé de tag. On y reviendra un petit peu plus tard, puisque ça va être le cœur de notre solution. Donc là, vous voyez ici à l'écran notre architecture donc sur AWS. Donc voilà, on voit qu'on a un compte sur la gauche qui est notre compte d'infrastructure. Ça peut être voilà, c'est un compte centralisé. Et à droite, on a donc nos comptes, nos différents comptes projets. Donc on a une stack centrale qui est donc déployée sur ce compte d'infrastructure à gauche. Et très rapidement, vous voyez avec les différents numéros. Toutes les heures, on va avoir un CloudWatch Event. C'est un trigger toutes les heures qui va aller appeler notre step function, qui va dérouler le processus que vous voyez dans l'encadré rose, c'est-à-dire premièrement aller chercher l'ensemble de nos comptes et ensuite aller faire l'inventaire dans chacun de ces comptes, séparés en fonction des différents services que l'on veut target, que l'on veut adresser, donc EC2, RDS et les ASG dans notre cas précis. Et donc, ces différentes lambdas, les 3 lambdas que vous voyez en bas de l'écran, vont donc, elles, aller sur les différents comptes projets, l'ensemble d'entre eux, faire l'inventaire de toutes les ressources et aller voir ce qu'on appelle leurs tags. Donc, les tags, et un en particulier qui s'appelle le tag schedule. Donc, ce tag schedule, il a un format un petit peu particulier que vous voyez sur la droite. Alors, on y reviendra juste après, mais c'est ce qui va permettre au propriétaire de la ressource de pouvoir mettre en place cet auto-shutdown automatiquement. Donc, c'est-à-dire que je suis un cloud builder sur la plateforme. Je n'ai simplement qu'à lancer mon EC2, mon ADS, mon Autoscaling Group avec le bon tag et tout sera fait pour moi, évidemment, en ayant un tag qui soit compliant. Alors, je ne sais pas si déjà vous avez des questions à ce niveau-là. Je vais regarder sur mon écran parce qu'il y a un petit retour. Voir s'il y a des questions dans le chat. Et puis sinon, je lancerai la suite. Alors, je n'en vois pas pour l'instant. Donc, c'est parti, je vais continuer. On a donc notre architecture qui est maintenant un petit peu plus claire. Donc, on a parlé en big picture de notre architecture. Alors, on va se recentrer sur finalement comment elle fonctionne vraiment. Et donc, ce que vous voyez là à l'écran, en fait, c'est finalement un zoom sur une exécution. Et cette exécution se passera de la même manière sur tous nos comptes. On a essayé de décomplexifier un petit peu. Donc, on voit encore une fois à gauche le compte central et à droite sur les comptes projets. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les heures, voilà, on va récupérer la liste de nos comptes, de nos comptes sur AWS. Si ça se passe bien, eh bien, on va continuer pour chacun de ces accounts. On va continuer à faire l'inventaire de nos ressources. Et si ça se passe pas bien, donc c'est-à-dire que c'est un problème potentiellement de la stack, on va relever l'erreur et notifier donc les propriétaires de la stack. Donc là, en particulier, nous, le CCO. Ça se passe bien, on inventoire, donc on fait l'inventaire de nos différentes ressources et ces ressources, on va donc aller voir ce fameux tag schedule et on va voir en fonction de différentes regex s'il est bien formé. S'il n'est pas bien formé, on ne va pas donc relever une erreur vraiment, ce n'est pas une erreur de fonctionnement de la stack, mais simplement on va la loguer et on va la notifier potentiellement au propriétaire de la stack. Mais ça, Paul vous l'expliquera un peu plus en détail après. Donc, on a récupéré nos comptes, nos différentes ressources, les tags de ces ressources. Et donc, maintenant, il est l'heure de passer à l'action. Donc, on est sur le compte projet. Et donc, on va pouvoir donc starter, donc démarrer ou arrêter nos différentes instances. Et voilà. Et donc, loguer si jamais c'est un succès et donc lever une erreur si non. Par exemple, si une instance qui devait EC2 par exemple, une VM devait voilà, se voir démarrer et que finalement, elle ne l'est pas. Les outils qu'on a utilisés, donc très rapidement, je vais les présenter succinctement, mais on s'est dit que ça avait quand même un certain intérêt de vous les montrer. Donc, Precommit, premièrement, donc là, on est du côté de Git, hein, notre système de versionning, et donc Precommit, c'est simplement des hooks, donc des crochets que l'on va mettre sur notre exécution Git. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petits checks qui vont se plugger à notre commit avant même de pouvoir qu'il soit validé. Donc, je m'explique. On va produire du code, Python par exemple,
On va produire du code, ensuite Terraform, j'y reviendrai, et on a envie que ce code respecte les normes de sécurité, qu'il soit correctement documenté et qu'il puisse bien s'exécuter et qui se présente d'une bonne manière également. Autrement dit, on a envie que avant même de pouvoir commit, donc rentrer dans l'arborescence de commit notre code, être sûr qu'il est bon. Donc pour ceci, on a utilisé Precommit. Ensuite, on a utilisé Terraform, donc c'est une infrastructure sur AWS, et donc on l'a déployée par la solution Terraform, donc par HashiCorp, une solution open source qui nous permet de faire ce qu'on appelle l'infrastructure as code. J'imagine qu'une partie d'entre vous dans la salle connaissent Terraform et ses avantages. De plus, on a utilisé donc les lambda layers. Alors rapidement, ce sont des librairies, on peut l'appeler ça des librairies que l'on va créer à l'intérieur de nos lambda pour éviter la duplication de code, pour améliorer les performances de nos lambda, puisqu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'exécutions qui se font. Et donc pour ceci, on a utilisé donc les lambda layers. Et donc finalement, pour interagir avec notre stack, avec AWS à travers nos lambda. Donc, on a utilisé donc Python à travers la librairie Boto3 qui va nous permettre d'effectuer les différentes actions, donc lire les accounts, faire l'inventaire et démarrer et arrêter nos instances. Voilà pour les outils. Et donc, voilà, je vous l'avais promis, on reparle maintenant du sujet du tagging. Donc, quel tag mettre pour que le projet puisse bien profiter de la stack que l'on a mise en place. Donc, ici, on voit bien à droite donc le schéma qui nous présente donc la CloudWatch Event. Donc, c'est le trigger toutes les heures qui va lancer notre step functions, qui va par service, donc par EC2 ou RDS, donc les VM ou les bases de données. Ensuite, pouvoir voilà, scheduler de la bonne manière. De la bonne manière, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez sur la gauche, on a mis quelques exemples et le pattern de notre tag schedule, qui est commun pour les ressources EC2 et RDS. Donc, vous voyez à gauche, en bleu, on a donc le nombre le jour de début et le jour de fin. Donc, 1 correspondant à lundi, 7 à dimanche. Et finalement, à droite, on s'intéresse plutôt aux heures. Donc de 0 à 23. Et donc, par exemple, si on prend la deuxième ligne, donc 1, 5, 8, 18, on est dans on va dire une ouverture de bureau classique, donc du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Nos instances devront être démarrées, devront être up. Hors dehors de cette plage horaire, elles ne le seront pas et donc seront stoppées. Vous voyez une petite subtilité dans l'avant-dernière ligne. Vous voyez qu'il y a un pipe, donc cette barre verticale. Ce pipe nous permet d'avoir une gestion plus fine des différentes actions qui vont émaner de ce tag. Donc on voit à gauche donc 1.5, donc du lundi au vendredi de 7h à 22h, nos instances seront up. Par contre, on peut avoir besoin le samedi, numéro 6, donc parce qu'on a des collaborateurs qui travaillent sur un different time, sur un créneau horaire différent, ou d'avoir besoin d'accéder à notre infrastructure le samedi matin. On peut le faire grâce à ce schéma. Et le NANA qui va nous permettre d'éviter que le tag schedule ait une action. Donc à partir du moment où on voit le NANA du lundi au dimanche, on n'aura aucune action qui sera émanée de ce tag. Finalement, la troisième type de ressources que l'on veut gérer finalement avec notre auto-scaling group, ce sont les avec notre auto-shutdown, ce sont les auto-scaling groups. Donc finalement, rapidement, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, les auto-scaling groups, c'est une logique qui va nous permettre de pouvoir mettre en place et popper des instances EC2, comme on l'a vu avant, en fonction d'une charge. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on est un site de billetterie et donc on ouvre notre billetterie et donc en fonction de la charge de requête qui arrive, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'instances en fonction de cette charge. 3 jours après, la billetterie est fermée. On a envie évidemment d'arrêter de payer pour ces instances. Donc, elles redescendront par rapport au seuil que l'on a fixé. Et donc, évidemment, ce mécanisme-là nous a
forcé, a induit un tag un petit peu différent par rapport à l'EC2 et à la RDS qu'on a vu juste précédemment. Vous voyez ici, on a donc un tuple qui vient de s'ajouter à l'heure de début et à l'heure de fin, un tuple de 3 éléments. Donc l'élément minimal, donc le nombre d'instances minimales que l'on veut avoir derrière notre ASG, le nombre d'instances maximales et l'état désiré dans le cas où tout se passe bien et nous n'avons pas énormément de requêtes qui arrivent sur notre site. Et donc, grâce à ça, on peut effectivement gérer les EC2 qui sont derrière nos autoscaling groups. Voilà pour la partie tagging. Et donc, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas perdu. En tout cas, j'ai essayé de donner un maximum de contexte pour comment on a fait ça. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec Paul, juste après cette schedule exception. Où il va vous présenter en fait finalement comment ça marche. Rapidement avant ça, donc le schedule exceptions, c'est une fenêtre de temps que l'on peut définir lorsque l'on ne veut pas que c'est un deuxième tag, lorsque l'on ne veut pas que l'auto shutdown ait effet. Ce qui est pratique lorsqu'on sait qu'on va avoir par exemple une maintenance ou un workload important. Voilà, Paul, à toi la main. Du coup, je vais reprendre la main. Je vais vous présenter justement la démo. On a parlé de l'architecture, on a pu rencontrer un petit peu son mode de fonctionnement et je vais vous montrer en cas pratique ce que c'est aujourd'hui. Donc devant vous, vous voyez la step function qui va ordonnancer nos lambdas justement. Chaque lambda est un petit microservice. Dans notre cas, on va commencer dans notre stack à récupérer la liste de nos comptes, puisqu'on a sur nos 50 comptes, on va vouloir savoir sur quoi on va exécuter, donc du développement, de la hors prod, de la pré-prod, mais jamais exécuter sur de la prod. Donc il faut bien qu'on sache où on veut exécuter notre stack. Et via cette lambda de getAccountID, on va pouvoir lire des informations qui sont dans une base DynamoDB. Dans cette base, vous allez rencontrer du coup les account ID qu'on peut gérer, leur dénomination et si on doit agir ou pas. C'est très important pour éviter de faire des gaffes sur de la production. Double sécurité, c'est toujours mieux. Dans notre cas, on va pouvoir vous montrer le contexte d'exécution de ces lambdas et vous montrer un peu sur quoi on va agir, donc les services check, le C2, l'autoscaling et les RDS. Dans notre cas, je vous ai montré précédemment du coup le compte central qu'on a, un compte d'infrastructure ou un compte de logging, peu importe. On a dans cette fenêtre là, on identifie, on est sur un assume role. Dans cette fenêtre, on est sur un Spock account, on est sur un compte de projet qui leur est dédié, et on peut rencontrer justement nos différentes EC2. Donc on a une EC2 qui est dédiée à l'autoscaling, une EC2, et deux tests de C2. On a bien une RDS qui possède les tags et on a un autoscaling aussi qui possède des tags, comme on a pu voir précédemment avec Alexis. Donc le min-max desire qu'on a ici et qui est au début à l'allumage et à l'extinction. Avec ça, on va pouvoir faire un test et rencontrer et surtout aussi vous montrer la partie logging qui est un peu plus technique entre guillemets pour vous montrer comment s'exécute cette stack. Donc dans ce cas-là, je vais faire une exécution directement. Vous montrer, là je schedule à la main, mais évidemment c'est une CloudWatch qui fait ce scheduling. Donc je vais faire un nouveau démarrage, une action, donc soit un start, soit un stop. Le dry run, on va s'amuser à stopper nos instances. Du coup, on va plutôt mettre un hour et on va override l'heure d'exécution actuelle. Donc ça, c'est aussi une feature intéressante pour le debugging et la simplification du run. Et le type, pour la raison de démonstration, je ne vais pas faire ça avec de l'EC2, avec de la RDS, c'est un peu long, mais je vais vous montrer comment ça peut se stop, du coup, sur le C2. Donc j'exécute, on voit qu'on a quand même un temps d'exécution assez efficace. Donc là, tout a été bien exécuté, on voit que c'est un succès, et là, on va actualiser notre page, et on voit bien qu'il y a une instance qui s'est stoppée. Donc on voit bien que mon instance, elle devrait être traitée du lundi au dimanche, comme l'a dit Alexis, et démarrer à 7h et s'éteindre à 17h. Donc on voit bien que on a deux tests, deux états attendus. J'ai schedulé
à 18h. Donc, on voit bien qu'on a dépassé l'office hour, elle s'est quand même éteinte. Donc là, on a vraiment aussi un contrôle. Si manuellement quelqu'un a redémarré une instance, on peut lui stopper hors des horaires d'ouverture. Et on a bien un état attendu qui était d'arrêter la machine. Donc avec ça, je vais pouvoir vous montrer l'état attendu. C'était on va pouvoir le voir dans les logs. Donc dans notre partie logging, on va avoir en toutes lettres pour le debugging. Quel jour on a exécuté ça. On voit bien qu'on c'est un 4, donc dans notre cas c'est bien un jeudi. On a override l'horaire, donc c'est bien un 18h qui s'est exécuté. On a l'action stop et le C2. Donc là, jusque-là, on sait vraiment ce qui a pu s'exécuter. On a sur la partie debug, évidemment, on est en debug mode, mais on a la liste de tout l'inventaire de notre compte AWS. On voit dans notre cas qu'on a une première instance qui s'est schedulée, donc elle est bien running, donc elle serait à stop. On devrait la stopper, mais on a un skip. Donc là, on a une erreur, entre guillemets, on a une information qui nous dit qu'il y a un tag NA. Ce tag NA, on va pouvoir le revoir ensemble plus tard sur les exceptions. La capacité des projets pour qu'ils soient complètement autonomes, c'est aussi de pouvoir mettre un ne pas exécuter dans leur stack. Donc ne pas démarrer en combinaison avec il faut s'arrêter à 18h ou alors démarrer à 7h mais ne jamais s'arrêter. Donc ça, c'est une capacité qu'on peut avoir sur ces tags-là. On voit qu'on a une deuxième instance qui a été checkée. Et là, on voit qu'on a un warning exception. Cette exception, on va l'avoir aussi après. Donc là, je fais la passe sur les loggings. Et on a bien une schedule policy qui a été trouvée. Donc celle qui s'est arrêtée correctement. On voit bien que 7h, 17h et qu'elle est bien OK. Donc on a une traçabilité de son nom. Elle devrait s'arrêter à 17h. Et nous, on a un override à 18h, donc jusque-là, tout s'est bien passé. Et on a bien une information comme quoi elle va être stoppée. Donc jusque-là, on a vraiment une traçabilité complète du workflow. Et ensuite, on voit qu'il y a une skip instance, parce qu'on a une troisième instance qui était un autoscaling, et on a fait une action EC2, donc on ne veut pas la toucher. Elle a bien un tag qui est AWS autoscaling, donc c'est une instance à ne pas toucher, et on voit bien qu'il y a skip, et qu'elle ne doit pas toucher cette instance. Dans le nombre d'instances du coup à traiter quand on fait le prorata, c'est qu'on n'en a plus qu'une à stopper. Et on voit que on peut loguer précisément ce qui s'est passé et savoir que c'est bien une liste d'une seule instance qui s'est stoppée. Et on a bien ensuite un contrôle d'état, changement de state, où l'instance 7405 a bien été arrêtée puisqu'elle a eu un changement d'état. Donc si l'instance a eu un bug quel qu'il soit, ça pourrait arriver. Jusque-là, on va avoir une alerte qui va nous dire attention, vous avez une erreur et elle n'a pas été arrêtée. Dans ce cas-là, dans toutes ces erreurs-là, on a pu voir précédemment que chaque erreur, chaque lambda qui a la capacité d'échouer, on va envoyer une notification. Donc ça, c'est aussi un contrôle d'erreur. Ça nous permet simplement de pouvoir superviser en cas de problématique de la stack. On va recevoir un message Slack dans un channel dédié aux erreurs à chaque mauvaise exécution avec une information spécifique de RDS s'est bien passé, enfin ce ne s'est pas bien passé, et le log error qu'il y a eu dans le contexte de la lambda. Pour la partie sécurité, justement, Slack est un tiers de confiance, mais ça reste quand même un provider, un SaaS externe. Du coup, on va lui limiter ces informations à la stricte erreur Python qui va nous dire vous avez un tag mal formé, l'instance a un bug, elle n'a pas pu être stoppée, qu'on va recevoir sur Slack. Et on ne va pas recevoir plus d'informations que ça, on ne va pas avoir d'inventaire, etc. pour vraiment un contrôle de la donnée, même si c'est une donnée technique, ça reste quand même une donnée sensible. Donc dans notre cas, on va relancer notre stack, et ceci avec une petite différence, c'est que comme l'a montré tout à la fin Alexis, on a un schedule exception. Ce schedule exception va pouvoir nous permettre de figer l'exécution de la stack en cas de mise en prod ou en cas de problématique du projet. Le projet a la capacité d'override le schedule et de ne plus faire d'exécution sans forcément toucher au tag schedule. Donc jusque-là, on a vraiment un contrôle d'état
Et là, on va lui dire schedule exception ne s'exécute pas. J'avais mis précédemment le tag à 2020, donc il avait bien identifié qu'il y a une exception, mais elle a été complétée puisque la date est passée. Donc dans ce cas-là, je vais appliquer 2021, donc on est du 10 mars au 23 avril. Je ne veux pas qu'il n'y ait d'action. Je vais quand même revérifier. Et j'ai bien fait une erreur. Non, 2021. Donc sur cette partie-là, on va réexécuter cette fois-ci un start, puisque notre instance voulue, l'état, c'est un start. Non, on est bien sur notre C2. Oui, on est bien le 11, mais c'est la plage horaire du coup du 10 au 23 avril. Ça va bien contrôler ça va bien gérer cette partie-là. Donc l'action start à 7 heures. On peut mettre aussi à 8 heures pour prouver aussi qu'elle va démarrer à l'intérieur d'une plage office hour qui a été définie par les projets. Donc ça, c'est aussi un besoin d'autonomie des projets. Nous, on est un enabler, on offre un service et les projets sont libres, entre guillemets, de l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Donc on voit qu'on a bien eu une exécution. On va pouvoir superviser qu'on est toujours stop. Donc effectivement, on n'a pas fait d'action. Et dans nos loggings, on va retrouver cette partie-là. Et donc là, on a bien une exception qui a été détectée et elle a été exécutée. Et du coup, on ne touche pas aux instances, donc il n'y a rien à start. Donc jusque-là, on a vraiment un contrôle d'état. On sait exactement ce qui s'est passé, on sait pourquoi ça ne s'est pas passé. Ça simplifie vraiment le run. On a nos différents services. Je peux aussi scheduler une auto-scaling, dans notre cas, qui va être relativement simple à exécuter. Un start à 8 heures avec l'autoscaling. Et cette fois-ci, l'autoscaling a un mécanisme adapté. Lui n'a pas besoin qu'on lui shut down son état ou qu'on la start. Lui, il a un mécanisme adapté sur l'automatic scaling. Il a une schedule action qu'on va définir justement avec notre stack. Donc, ça permet aussi de ne pas hard shut down les instances. On va leur donner un contrôle d'état qui va s'exécuter avec un quart d'heure de décalage et qui va définir un état. Donc là, on lui a demandé de start. Donc, son état sera bien selon ce qu'a configuré le projet, le max desired à 1.1.1. Et donc là, on voit que notre stack s'est bien exécuté. Donc, on a bien une activité aussi, une activité, c'est aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi la partie logging de l'autoscaling, qui revient à peu de choses près à ce qu'on a pu voir précédemment. Contrôle d'état fin, facilité d'administration. Et donc là, on voit notre starting. On a bien les max desire qui ont été configurés. Le stop hour est défini. Dans notre cas, c'est un start, donc on n'a pas, de contrôle d'état. Et là, on voit la schedule action qui est bien appliquée. Donc jusque-là, on a tout s'est bien passé. À ceci près que tout à l'heure, on a pu voir qu'une instance qui est un état voulu a un NA. Le projet ne veut pas agir. On est sur un environnement de hors prod et ça doit être justifié. Un contrôle d'état, enfin un projet qui ne veut pas que son instance se stoppe, on lui a donné un mécanisme dédié qui est supervisé et qui intègre le schedule exception. S'ils mettent du NA, c'est qu'il y a soit une problématique, soit un état ou une mise en prod en cours. Et sur ça, on va superviser. Donc ça, c'est une sorte de contrôle de sécurité. On sait qu'il y a eu un NA, on skip, on ne fait rien sur cette action, mais on sait qu'il y a eu quelque chose qui est particulier. On supervise simplement qui ne sont pas sur un schedule traditionnel et qui vont consommer par cet état de fait. Donc, dans mon cas, j'affiche bien le NA. Donc, ça nous rapporte à la contrôle de sécurité. Donc là, je vais pouvoir passer revenir sur la documentation niveau sécurité
pour vous montrer comment on va onboarder cette partie de NANA et comment on va pouvoir superviser aussi cette intégration de notre stack de scheduling. Donc, on revient à la sécurité. Oui, entre-temps, on a une question, Paul, dans le chat. Oui. Donc, j'ai précisé que qu'il est bon de poser sur le chat un petit peu avant, quand on en a un petit décalage. Oui. Mais on prend les réponses, enfin les questions à la fin ou je pense, à moins qu'elle concerne là explicitement la démo. Et c'est simplement savoir par rapport à l'open sourcing de la stack. Aujourd'hui, c'est une propriété client. Pour le moment, on n'a pas d'open sourcing sur cette partie-là. Ça sera à voir avec notre client. Pour le moment, on n'a pas. Enfin, c'est sa propriété intellectuelle pour le moment. On est autorisé de la démontrer, mais pas de la partager. C'est bon, pas d'autres questions. Ok. Donc sur la partie sécurité. Donc là, on a discuté d'un rôle qui va nous permettre de start et de stop des ressources sur environ 50 comptes avec un compte centralisé. Ça pose quand même une certaine question, c'est la sécurité, l'exploitation de ce rôle, comment limiter justement ces contrôles de sécurité, enfin comment éviter une usurpation de ce rôle qui peut être justement applicable dans tous les environnements de notre client. Donc dans notre cas, le central account que je vous ai montré précédemment avec la stack va pouvoir assumer un rôle via STS sur un rôle dédié dans le compte de projet. Donc on a une quarantaine, une cinquantaine de comptes. Sur cette partie-là, on a le principe de list privilège. Donc c'est vraiment l'utilisation explicite des besoins dans l'application. Je vous donne un exemple sur la droite. C'est un exemple dédié à EC2. Évidemment, c'est à peu près les mêmes types de policies qu'on va utiliser sur de la RDS et de l'autoscaling. Notre stack va stopper, start, describe et describe les tags. On n'a pas besoin de plus pour notre stack, donc on a explicitement marqué ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment un contrôle de sécurité le plus fin possible pour éviter justement l'utilisation de notre rôle à des fins malveillantes. On a une condition de sécurité aussi qui nous permet de vraiment ceinture bretelle sur notre policy, entre guillemets, c'est le contrôle du tag schedule. Si une instance EC2, RDS ou autoscaling n'a pas de tag schedule, on va le superviser avec de la sécurité, on va en parler juste après, mais par contre, on ne va pas agir dessus. Donc ça vraiment, en cas de problématique, en cas de mauvais run, en cas d'application sur un compte de prod, on est certain que rien ne se passera. À différentes étapes, c'est vraiment de la sécurité by design. On va vraiment contrôler chacun des étapes. Donc la policy ne va pas s'exécuter, la base Dynamo ne va pas autoriser, et voilà. Donc à chaque étape, on va pouvoir vraiment superviser cette partie-là. Les contrôles de conformité aujourd'hui, on a une instance qui a mis du NA ou alors un projet qui ne veut pas mettre de schedule ou qui a mal configuré son scheduling. On va avoir un contrôle, c'est connaître notre périmètre, c'est superviser nos 50 comptes efficacement, de façon la plus centralisée possible, faciliter l'identification de la non-conformité. Donc dans notre cas, soit le tag schedule a mal été écrit, soit notre policy qui ressemble un petit peu à un cron tab a une faute dans la policy, ou alors il y a un NANA, et on va devoir remédier. Donc la partie rémédiation aujourd'hui, on ne la fait pas puisqu'on est en cours d'adoption au niveau des projets. Notre rôle en partie dans la sécurité et dans le CCOE, c'est d'accompagner, informer et ne pas taper sur les doigts. Donc aujourd'hui, on est en cours d'adoption. On est quand même on a bien adopté cette solution et on va pouvoir le voir aussi par la suite. Mais la rémédiation pourra venir dans un second temps lorsque ça sera devenu normal dans les process projet, métier. On va pouvoir remédier et mettre un tag de schedule obligatoire dans les comptes de hors production. Donc notre contrôle de sécurité, comment il se compose aujourd'hui? On peut superviser les EC2, les autoscaling et les RDS via une config rules. Donc le service d'AWS qui nous permet de définir des conformités est déployé dans tous les comptes de notre organisation. Cette rules va pouvoir, donc c'est une custom rules, elle a été développée en lambda. Elle va nous permettre d'analyser la policy via un regex Python si la policy a été correctement écrite.
si le schedule existe et évidemment si le NANA a été spécifié. On peut en définir une conformité. Donc, chacun des comptes va remonter son audit sur AWS Config sur un compte centralisé de sécurité. Ce compte central, c'est un autre compte qui est dédié à la sécurité. Ce compte de sécurité, nous utilisons Security Hub pour agréger tous les incidents de sécurité. Donc c'est vrai que là, du coup, on part sur une stack de sécurité qui aurait sa place à part entière dans un autre article. Mais là, on va se contenter simplement de la supervision des contrôles scheduling. Donc la conformité a été centralisée sur Security Hub et Security Hub va nous permettre d'envoyer et de notifier les projets. Donc c'est intéressant, c'est que lorsque quelque chose se passe mal et lorsqu'une configuration n'est pas conforme, on va pouvoir envoyer un mail au propriétaire via un tag qui est un tag owner, donc c'est simplement un mail, une mailing list ou alors un mail d'intégrateur. Et ils vont pouvoir recevoir justement cette non-conformité ou alors cet échec d'exécution. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que comme on offre un service, il faut de la visibilité auprès des projets et pour leur adoption et pour leur compréhension. Donc, si on avait l'exécution et le debugging en interne, ça n'aurait pas vraiment de sens puisque les projets ne sauraient pas pourquoi ça s'est mal passé ou pourquoi c'est non conforme. Cette non-conformité, on la notifie au propriétaire, mais on la déverse aussi dans un outil centralisé. Cet outil centralisé, c'est QRadar. Le CIEM, c'est un outil de centralisation des incidents de sécurité. Et cet outil d'incident de sécurité est managé par un SOC. Le SOC, c'est le centre de sécurité qui permet d'onboarder les incidents de sécurité et de conformité. Le SOC nous permettra aussi, dans un cas échéant, si le projet n'applique jamais cette conformité, ça nous permettra d'avoir une force de frappe, entre guillemets. Donc, on a de l'accompagnement et de l'information. C'est la première étape. Au bout d'un moment, quelquefois, il faut aussi savoir appliquer fermement les règles de sécurité. Cette stack vous présente le contrôle d'état des tags de schedule, mais aussi nous permet de superviser des vulnérabilités et nous permet de superviser des non-conformités, de chiffrement et autres. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc dans notre cas, on en a parlé précédemment, notre stack, notre projet, c'est pour réduire les coûts. Mais combien coûte notre solution justement? Est-ce qu'elle est rentable et comment on peut la maintenir? Donc jusque-là, on voit les différents services qu'on a, c'est notre périmètre technique. On a du CloudWatch, de l'IAM, de Lambda, Step Function et DynamoDB KMS. KMS évidemment pour le chiffrement des données qui sont plus ou moins sensibles. C'est pas quelque chose qui est hautement critique, mais c'est quand même de la donnée qui ne devrait pas être publique. Du coup, chiffrement via KMS avec notre DynamoDB et nos contextes de Lambda, donc nos variables d'environnement qui sont chiffrées via cette KMS. Tous ces chiffres de pricing ont été récupérés par AWS Cost Management. Donc, c'est l'outil que met à disposition AWS pour superviser les coûts de votre stack. Donc ça, c'est dans notre cas, c'était vraiment très important de pouvoir savoir combien et minimiser les coûts réels de notre stack pour qu'elle soit la plus rentable possible, puisqu'au final, on parle un petit peu de rentabilité. La KMS, qui est assez coûteuse et qui coûte à peu près $1 par clé, coûte à peu près 70% de notre budget. La CloudWatch, on a à peu près 40 mégas de logs qui sont stockés. On a IAM qui est complètement gratuit. Donc, sur cette partie, c'est non applicable. Nos Lambda, nos Step Function. Donc, on voit qu'on avait une itération sur 50 comptes. On a de la Step Function et de Lambda qui est centralisée et qui a un certain coût. Mais quel est ce coût, du coup? Pardon. Le coût mensuel de notre shutdown est à peu près de $10. Donc mensuellement, c'est quelque chose de plutôt acceptable puisque tout est à la demande, tout est sans réservation. Et si demain on n'a plus d'instance à démarrer, on n'a plus de frais. Donc c'est ça aussi qui est la partie intéressante. Donc dans notre coût d'infrastructure, on peut en définir une conclusion. On a une adoption d'une stack pour faire de la réduction de coûts. On a vu la partie opérabilité.
Mais en résultat, qu'est-ce que ça donne? Donc, dans notre cas, ça va faire à peu près 4 mois qu'on l'a appliqué chez notre client. On a pu voir qu'on avait un certain coût au niveau des EC2. Et ça, c'est uniquement pour des environnements de hors prod. Donc, c'est quand même quelque chose de sensiblement coûteux. Et on voit une adoption progressive de nos tags. Donc, ce que l'on demande simplement, c'est que les projets aient tagué leurs instances et on voit que le C2 a bien fonctionné et a fait son chemin. Donc, on a vu qu'en 4 mois, on a fait une économie de 12,41%. C'est quand même assez intéressant pour un coût de 10 $ par mois. Et on est passé de 17 000 $ en EC2 à 14 000 sur les environnements de hors prod. Donc, on a encore un chemin à parcourir, mais on a déjà une première adoption qui est assez sensible et qui déjà devient rentable. Sur la partie RDS, c'est assez minimisé, puisqu'on a quand même un coût qui est moindre. Et on a une problématique aussi fonctionnelle avec AWS, c'est que certaines RDS ne peuvent pas être stoppées. Donc, les clusters, les multi-AZ n'ont pas la capacité d'être stoppés. Donc, il y a différentes capacités de faire par la destruction, mais ça, jusque-là, on est un enabler, donc on ne peut pas passer par là. Donc, on a une adoption qui est présente, qui fait une réduction de coût de 100 $ à peu près, mais qui est moindre puisque les instances sont majoritairement des clusters et des multi-AZ. Donc, sur la partie RDS, c'est vrai qu'on a une économie qui est quand même assez moindre, mais EC2 englobe aussi les autoscaling. Et donc, l'économie totale, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien 3 264 $ d'économie en 4 mois, ce qui est quand même assez intéressant, reparti sur l'année, rétabli sur l'année, c'est quand même assez intéressant. Donc, jusque-là, on va passer à la partie questions. Du coup, Alexis, si tu as des nouvelles questions. Yes, alors le temps que ça arrive, on va avoir bien 30 secondes déjà de décalage, mais bon voilà, Jérôme a reposé la question, Patrick y a répondu dans le chat. Pour l'instant, pas d'autres questions.